Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Second tour au PS, les socialistes votent aujourd'hui donc pour le second tour entre le premier secrétaire sortant, Olivier Faure, et le maire de Rouen, Nicolas Manière-Rossignol. Alors parlons vrai, est-ce que le PS doit être un parti social-démocrate ou un parti clairement à gauche? Et à la question, le PS peut-il redevenir le parti leader à gauche? Vous dites non à 90%. Tiens, vous étiez au parti socialiste et vous avez décidé de le quitter, ou au contraire, vous venez d'adhérer? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Avec nous, Jean Petot, politologue, et on fait un tour de table des vraies voix. Philippe Bilger. Mon cher Jean, vous avez toujours autant d'esprit, mais vous êtes toujours aussi pessimiste sur la gauche. Et bizarrement, c'est un homme de droite, clairement assumé, peut-être même réactionnaire en certaines de ses positions, qui trouve que vous êtes naturellement un peu sévère, mais parce que j'ai une approche très superficielle de la politique. Je sens tout de même dans la population un désir de gauche. Je veux dire, on a envie de retrouver un vrai parti de gauche, cohérent, équitable, avec une base intelligente, débarrassé des scories et des fulgurances d'un Mélenchon. Et je résume, au fond, si le Parti socialiste avait des leaders et des responsables avec le talon d'un Mélenchon, sans ses fureurs, est-ce que vous auriez dit la même chose? Ah bah tiens, on va faire répondre Jean Petot, allez-y. Non mais peut-être, comment dire, en matière de sociologie, que j'ai eu un biais, c'est l'absence de Cécile. Ça a provoqué chez moi un accès de mélancolie. Et qu'on embrasse. Et voilà, bon, mais plus, non pas plus sérieusement, mais pour rebondir sur votre réflexion, Philippe, on peut s'interroger sur l'ampleur de la réponse des auditeurs de Sud Radio. Est-ce que c'est parce qu'ils considèrent qu'un autre type de formation de gauche, avec une autre complexion, si je puis dire, que le Parti socialiste, pourrait avoir une place? Ou est-ce que c'est définitivement les thèmes de la gauche qui sont ainsi, j'allais dire, renvoyés à la poubelle de l'histoire, pour prendre une expression célèbre, hein, bon. Là, il y a matière à se poser la question. Je ne suis pas sûr que, quand on dit le PS est-il condamné à disparaître, je ne suis pas sûr que ça veut dire que les thèmes sont obsolètes, que les idées, certaines idées, et en particulier ce qu'on peut considérer comme des avancées sociétales ou davantage de justice sociale, pas sûr que les Français rejettent globalement, mais c'est certainement plutôt l'appareil politique qui est, je crois, condamné dans le chiffre spectaculaire que Philippe vient de nous donner. Ça veut dire quoi, l'appareil politique? C'est une formation qui, d'abord, est quasiment à l'os. 40 000 inscrits, 20 000 votants, c'est rien du tout. C'est vraiment une formation qui, eu égard à son histoire, eu égard à ses leaders, eu égard à ce qu'elle a pu porter dans la vie politique française, ne correspond plus qu'à l'ombre de lui-même. Premier élément. Deuxième élément, quels sont les leaders qui incarnent en quelque sorte, ou qui pourraient incarner un projet? Eh bien là, on voit qu'il y a à nouveau un autre problème. Plus d'idées. Pratiquement plus d'idées. En tous les cas, un appareil sclérosé et une absence d'incarnation, c'est quand même des ingrédients qui peuvent être réunis pour que le cadavre ne bouge plus. Tom Conan, qui lui n'est pas conservateur, contrairement à Philippe Bilger. Non, mais moi je pense que le vrai problème de la gauche, j'ai vu qu'ils avaient refusé effectivement toute alliance, enfin toute idée d'une primaire unique à gauche. Donc ça, je pense que c'est quand même une grosse erreur, parce qu'à mon avis, c'est la garantie de perdre. C'est la garantie de faire perdre à la fois le PS, mais de faire perdre la gauche de manière générale. S'il y a deux primaires, une primaire disons plutôt LFI et Tutti Quanti, et une primaire plutôt PS, on est absolument certain
certain que la gauche va perdre aux prochaines présidentielles. Donc ça, je pense que c'est une grosse erreur stratégique. Ensuite, il y a la question effectivement de l'incarnation et des idées. Je pense que ça va avec. En réalité, aujourd'hui, les gens suivent beaucoup plus des figures effectivement que des partis. On est quand même rentré dans l'ère aussi des réseaux sociaux où les gens s'attachent encore une fois à des personnalités en tant que telles. Et il y a beaucoup de choses qui se passent à gauche. Il y a beaucoup de personnalités qui émergent, pas seulement dans le champ politicien d'ailleurs. Il y a aussi des chercheurs. Quand vous voyez quelqu'un comme Gabriel Zucman par exemple, aujourd'hui c'est une personnalité de gauche forte, hein, quoi qu'on en pense. Mais inconnu par 95% de la population au bas mot. Mais qui participe largement au débat public à gauche. Donc en fait, c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. Il ne faut pas revenir sur les vieilles recettes partidaires et partisanes. Pierre-Yves Martin. Moi, comme je suis un bon élève aujourd'hui, je relis l'énoncé. Le PS peut-il redevenir le parti leader à gauche ? Alors, pour redevenir le parti leader, il faut 2 conditions. Avoir un leader, il n'y en a pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune personnalité portant les valeurs de gauche qui soit exposée suffisamment actuellement. Donc ça paraît difficile qu'Olivier Faure ou son compétiteur puisse inverser la tendance actuelle. Le deuxième levier, c'est naturellement le positionnement et l'identité. Quelle identité le PS peut-il incarner ? Et contrairement à ce que tu disais, moi je trouve que leur grande erreur, c'est d'être parti dans la spirale LFI et autres. Mais sinon, ils n'avaient plus de députés. Hein. Oui, ils avaient peut-être plus de députés, mais au moins ça aurait assaini et ça aurait préservé leur identité. Là, ils ont plus d'identité et donc du coup, il faut réincarner une identité avec un projet politique. Et actuellement, je ne vois pas, et c'est pas les seuls, mais je ne vois pas au sein du PS une lisibilité claire de quelques idées fortes en programme politique. Jean Petot, pour répondre à Tom Conan et à Pierre-Yves Martin, c'était mes 2 questions de lancement. Est-ce que Mayer, Rossignol ou Faure peuvent être les nouveaux Mitterrand ? Et est-ce que le PS doit être un parti social-démocrate ou un parti clairement à gauche ? On voit bien que ni l'un ni l'autre, non, le charisme, la personnalité, l'histoire pourrait être un nouveau François Mitterrand, ça c'est évident. Bon, quelle est la personnalité politique qui a, j'allais dire, de l'expérience au Parti socialiste, qui a la figure d'un homme d'État, ça va peut-être vous faire sourire. Hollande. Le sol sur étagère, c'est François Hollande. Les autres apparaissent comme étant, je crois, aussi on peut même pas dire inexpérimenté, parce que maire de Rouen, c'est pas n'importe quoi. Hein. Une grande ville, oui, c'est sûr. Il y a une surface, hein. Mais on voit bien, comme on dit, que ça n'imprime pas. Alors, la gauche a toujours été parcourue de tensions. Hein. Moi, je ne suis pas favorable aux primaires, mais ça date pas d'aujourd'hui. J'ai toujours trouvé que les primaires étaient une construction qui ne collait pas avec les institutions de la Ve République. S'il y a 2 tours sur la Ve République, c'est que le premier tour sert de primaire. C'est le premier tour qui a permis de départager De Gaulle de Lecanoë, qui a permis de départager Giscard de Chaban et de départager, j'allais même dire, Marchais de Mitterrand. Hein, oui, à l'époque, il y a eu les candidatures, chacun dans leur couloir. C'est les primaires qui ont permis de désigner, de choisir entre Chirac et Balladur. Bon, oui. Voilà. C'est le premier tour, pardon. Hein, voilà. Donc là, très clairement, notre dispositif électoral présidentiel, il n'a pas besoin de primaire. Mais ce que l'on constate, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, la gauche est tellement fragmentée, le PS, je pense, s'est laissé phagocyter et coloniser par LFI, même si les dernières législatives de 2024 ont montré que maintenant, on était quasiment à touche-touche entre le groupe des députés LFI et celui du PS. Il faut que le PS assure d'avoir à la fois son autonomie à gauche, mais aussi la construction d'un logiciel et d'un programme politique qui lui soit propre. Allez-y, après on parle aux autres. Comment voyez-vous le futur de François Hollande, qui en effet est le seul qui, à l'heure actuelle, peut apparaître opératoire sur le plan du pouvoir au Parti socialiste, dans la mesure où
comme Meyer-Rossignol l'a demandé à Olivier Faure, il est clair que celui-ci va afficher bientôt des ambitions présidentielles. Est-ce que François Hollande, en n'ayant pas participé de manière ostentatoire à la joute là, ne perd pas des points pour se positionner comme possible rénovation? Les deux lectures sont possibles, mon cher Philippe. À la fois, on peut dire il s'est pas mêlé de la mêlée. Donc, d'une certaine manière, il est en état de recoller éventuellement les différents morceaux de la porcelaine socialiste. Donc, il a été un petit peu au-dessus, même si les adversaires de Meyer-Rossignol ont dit que Hollande était sur le porte-bagages du vélo de Meyer-Rossignol, à quoi lui-même a répondu « Je suis le seul qui n'a jamais travaillé avec François Hollande parmi les candidats, puisque je vous rappelle que Faure était son directeur adjoint de cabinet à Solferino et que Boris Vallaud a été son secrétaire général adjoint à l'Élysée. » Alors tout ça, ça fait partie des bagarres internes au PS. Bon, il me semble que Hollande soit est en situation d'apparaître comme celui vers qui vont converger les socialistes, ou au contraire, il est trop has-been, il représente trop ce que justement LFI a reproché au PS, il y a la gauche, l'extérieur du PS, c'est-à-dire 2012-2017, avec le modèle de social-libéralisme qu'il a été en quelque sorte, dont il a été l'incarnation. Et à ce moment-là, il est planté, pardon de le dire ainsi, pour 2027. Il y a encore une véritable incertitude, je crois, sur qui va réussir à sortir du lot socialiste. Allez, on part au 0826 300 300 avec Pierre. Rebonsoir Pierre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes dans le Tarn-et-Garonne, une vieille terre socialiste, mais qui n'est plus aujourd'hui? Oui, alors, on parlait de François Hollande. Non, là, je pense que il ne peut pas se présenter au présidentiel avec les 5 ans qu'il a passé là, c'est pas possible. Et ensuite, pour moi, le Parti socialiste, tant qu'il y aura un Mélenchon et consort, le Parti socialiste ne remontera pas. Ah, donc pour vous, l'espace est pris à gauche par Mélenchon. Vous êtes d'accord avec ça, Tom? Restez avec nous, Pierre. Vous êtes d'accord avec ça, Tom Collan? Oui, globalement, oui. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les grandes figures qui sont importantes dans le paysage politique et même populaire, c'est des gens comme, je sais pas, Ruffin, comme Tondelier, comme Sandrine Rousseau, éventuellement Mélenchon aussi. Sauf Mélenchon, Ruffin, Tondelier, Rousseau, ça fait pas plus de 5% de la présidentielle. Hein. Oh, je sais pas. Ruffin, il pourrait y avoir. Peut-être. Bah alors Tondelier, Rousseau, ça fait 2%. Hein. En tout cas, effectivement, le paysage politique à gauche est effectivement assez fragmenté. C'est justement pour cette raison, pour embrasser l'ensemble des différentes sensibilités, qu'il faudrait absolument une primaire. Parce que si vous faites quelque chose de séparé, en excluant finalement une grande partie de ces personnalités-là, qui sont montantes, qui commencent à être de plus en plus reconnues, bah en fait, effectivement, vous faites quelque chose qui va relever d'un entre-soi. Il faudra être encarté au PS pour pouvoir participer aux primaires. Ça me semble pas acceptable, pratiquement. Pierre-Yves Martin, vous avez entendu Pierre qui parlait de François Hollande. 10 ans après son départ de l'Élysée, vous croyez une candidature Hollande et encore plus loin une victoire de Hollande? Alors je crois possible une candidature, oui, parce qu'il a un ego surdimensionné, mais c'est une des conditions pour être candidat à la présidentielle. Mais par contre, je vois pas comment il pourrait transformer, puisqu'il a été quand même, il a un passif qui est quand même impressionnant. C'est 5 ans à l'Élysée, vous voulez dire. Donc du coup, je ne vois pas comment un homme, un candidat peut se réinventer une virginité politique, voilà, et que je pense que c'était un personnage, une personnalité propre à cette époque en 2012. Et que en 2025, c'est plus les mêmes attentes et du coup c'est plus la même offre politique. Et après aussi, ce qui serait assez amusant dans l'incarnation de social-démocratie de gauche, je vous disais à peu près centriste, c'est Dominique de Villepin. Parce qu'on est Dominique de Villepin, comme vous le savez aujourd'hui, qui est un libéral, qui a d'ailleurs mené une politique libérale lorsqu'il était Premier ministre sous Chirac. Mais pour autant, il est assez apprécié par la gauche aujourd'hui et il a de l'expérience. Il n'a pas été déjà élu. Donc honnêtement, ça serait assez intéressant. On va faire réagir Jean Petot. Tiens, alors pour vous, le retour de Hollande, vous y croyez? Et Dominique de Villepin, j'allais dire Dominique Galouzeau de Villepin, candidat de la gauche, est-ce crédible? Du centre-gauche, disons.
Non, mais on voit bien à la faveur de notre échange que on assiste quand même à une compétition où celui qui va l'emporter va être le moins faible de tous les faibles. Donc, et là, ça vaut pour la gauche, mais on pourrait presque dire la même chose pour la droite, j'allais dire dite de gouvernement, hein, dans la compétition à laquelle aussi on assiste. Donc, la fragmentation de la scène politique à laquelle dont on est témoin et les observateurs depuis maintenant de nombreuses années, elle ne produit que des fragments, c'est le cas de le dire. C'est des morceaux qui sont sans doute de plus en plus faibles. Alors, est-ce que François Hollande peut gagner ? Je ne prendrai aucun pari. Je constate que... Mais excusez-moi, mais ça lui est arrivé en 2012 sur le rejet de Nicolas Sarkozy plus que sur son projet, non ? Oui, mais il était pointé à 5%. En 2011. 3. Monsieur, 3%. Eh bien, 3%. Donc, vous voyez. Alors, il y a eu des SK, mais si vous interrogez Hollande, et ça m'est arrivé de le faire. Il était sûr de gagner. Eh bien, encore aujourd'hui, Hollande dit que si DSK n'avait pas eu son épisode Sofitel, il gagnait. Donc, vous voyez, donc mais quand même, pour remettre un peu aussi les choses en axe, en 2002, n'oublions jamais ça, le fameux 21 avril, le fameux coup de tonnerre, rappelons que Jacques Chirac a été qualifié en tête du second tour devant Jean-Marie Le Pen avec un tout petit peu plus de 19%. Absolument. 19%. Vous voyez la faiblesse du socle du premier tour. Alors, pour Tom, juste un mot, c'est pas pour le taquiner, mais si la primaire avait eu une vertu, par exemple, eh bien, en 2017, Benoît Hamon n'aurait pas fait 8,5%. Hein. Il y a bien eu une primaire. Il a fait 6,5%. Combien j'ai dit 8,5%, c'est 6,5%. Il a même fait moins. Non. Oui, voilà, 6,5%. Bon. Donc, vous voyez, la primaire, dans ce cas-là, elle a strictement servi à rien. Ouais. Merci beaucoup, Jean Petot, politologue. Pierre, vous restez avec nous ? Oui. Vous êtes prêts pour le qui c'est qui l'a dit ? Oh là là, oui. Et bon, on se retrouve dans quelques instants. Les 5 et 6 juin, c'est la fête de la radio avec Sud Radio. Sud Radio, j'aime vraiment bien cette radio parce que on entend tous les points de vue. Sud Radio, parlons vrai.